Bonjour, bonjour et bienvenue, bonjour ou bonsoir, puisque Thomas, pour toi, il fait déjà nuit. Dis-nous un petit peu où tu es là. Je suis à Jakarta, en Indonésie, dernière escale avant d'aller à Lombok et rejoindre Mandalika pour le Grand Prix d'Indonésie qui a lieu ce week-end déjà. Voilà, donc vous l'aurez compris, on va parler moto ce soir. Le Grand Prix d'Émilie-Romagne s'est terminé hier. On aurait dû faire cette vidéo hier, mais voilà, Thomas était en déplacement et il y a eu quelques petits retards. Mais tu as bien pu Ouais, arriver en Indonésie. Et donc, on ouais, va ça revenir c'est pas. sans plus tarder sur ce qui s'est passé ce week-end, puisqu'il y a eu notamment hein, une action qui a fait beaucoup parler. Vous l'avez tous vu en direct. C'est celle-ci. C'est le dépassement d'Enea Bastianini pour la victoire lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Thomas, on était au dernier tour du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Jorge Martin menait la course depuis quasiment le début. Et là, Enea qui sort une attaque, on l'a appelée musclée. Certains l'appellent Ouais. polémique. Eh bien, je te laisse nous dire ce qui s'est passé. Oh bah écoute, de base, les images sont assez parlantes. Là, on est sur un Bastianini qui, de toute façon, avait un rythme, on va dire, légèrement, pas forcément le plus meilleur que Jorge Martin, mais qui était quand même supérieur à Martin. Et on savait que de toute façon, il allait tenter quelque chose dans le dernier tour, c'était une évidence. Et il a tenté de passer à ce virage-là. Donc, il a penché sa moto, il a essayé de passer à l'intérieur. Il a vu que Martin avait fermé la porte au dernier moment. Donc, lui, bah, il a encore incliné un peu plus sa moto. Il a essayé de faire jouer l'arrière en la faisant glisser un petit peu sa moto pour tourner un peu plus. Malheureusement, il y a eu contact. Tous les deux ont redressé la moto. Il y en a un qui a fini plus large que l'autre, je crois que tu as une photo encore derrière, Daryl, où justement on voit les deux qui sortent de la piste. Bon, forcément, il y en a un qui est gagnant, c'est celui qui se trouve le plus à l'intérieur, forcément, donc c'est Bastianini. Et donc, voilà, il a eu le dernier mot sur cette passe d'armes de fin de course entre les deux. Là. Et alors, on peut dire que c'est polémique, mais dans tous les cas, on aurait pu imaginer de toute façon Bastianini allait passer. Si ce n'était pas là, ça aurait été plus tard. De toute façon, là, il savait Martin qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Il attendait ce dépassement et donc moi je trouve que c'est pas polémique. Je pense que pour moi c'est la course là. Pour le coup, c'était vraiment vouloir tenter ce dépassement et il a tenté. Et bon, il y a un petit contact. Il n'y a pas personne fini par terre, c'est le principal. N'hésitez pas hein, à nous dire aussi ce que vous pensez, ce que le but, c'est qu'on De débattre. participe à ce débat, pénalité ou pas pénalité. Alors pourquoi est-ce qu'on demande pénalité ou pas? Parce qu'il y en a un qui n'était pas du tout content de ce qui s'est passé. On le voit un petit peu sur Sur la le droite coup, de l'image. sur le coup, parce que sur le coup, hein. Sur le coup, parce qu'après, on le voit dans la cooling room là, juste après, quand c'est filmé par la Dorna, bah, on voit qu'il n'y a pas d'animosité entre les deux. Je pense que Martin savait qu'il allait passer Bastianini. Enfin, je veux dire, voilà, c'est sûr qu'il perd. Il sait je pense qu'il se console en se disant que de toute façon, Bagnaia, il a perdu encore plus, on y reviendra. Donc, je pense qu'il y a tout un facteur qui fait que ça se passe bien dans sa tête et qu'il n'y a pas eu d'animosité entre les deux. C'est sûr que s'il y avait eu un titre en jeu au bout de cette course, peut-être que ça aurait été un peu différent. Mais là, je pense que cette victoire de Bastianini ne vient pas mettre en porte-à-faux la course au titre de Martin face à Bagnaia, quoi. Mais quand même, Jorge Martin qui, dans ses déclarations d'après-course, disait je pense que je mérite cette victoire et que s'il devait me dépasser, qu'il le fasse à un endroit, qu'il le fasse de manière propre. Et l'un des arguments de Jorge Martin, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, hein, il faut faire vivre le débat, c'est que Enea Bastianini sort de la piste également après son dépassement. Et donc, pour pas mal de monde, notamment Martin, c'est la preuve qu'il était au-delà de la limite et que ça n'allait pas passer. Mais là, Thomas, tout à l'heure, on en parlait avant la vidéo, il y a une explication qu'a donnée Bastianini pour justifier le fait qu'il sort de la piste et que sinon, s'il n'y avait pas eu, vas-y, je te laisse Non, continuer là-dessus. vas-y, parce que moi j'ai pris la parole sur cette action, donc vas-y, Bon, donne un voilà, peu ton idée aussi. Bastianini, il explique qu'en gros, c'est parce que Martin referme la porte sur lui, hein, c'est ça, C'est qu'il y ça? a contact et que Exactement. donc il est déstabilisé et lui aussi, il écarte, mais que sinon, ça allait passer. Voilà, donc ça, c'est sa version. Intéressant. Il y a eu pas mal de pilotes qui se sont exprimés là-dessus. Pour Marc Marquez, alors ça peut prêter à sourire parce qu'il y a eu de nombreux dépassements dans sa carrière qui étaient très limites. On a vu pas mal de personnes sur Twitter qui ressortaient notamment Jerez 2013 avec Lorenzo. Il y a eu aussi avec Rossi à Laguna Seca, si je ne me trompe pas. Et puis d'autres hein, sur Johan Mir
Miguel Oliveira, je ne sais plus, en Argentine. Valentino Rossi aussi en Argentine. Marc Marquez estime que normalement, Bastianini aurait dû rendre une position pour la raison, voilà, pour ce qu'on voit sur l'image. Effectivement, après, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, oui, pour éviter une pénalité d'après-course, souvent c'est comme ça que ça se passe. Le pilote se retourne, il laisse passer, et puis ils se remettent tous les deux la tête dans le guidon, puis ils essaient de se rebattre encore pour la victoire. Là, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a eu pas forcément le temps à l'interprétation déjà. Je veux dire, c'est le dernier tour. Tous les deux ont le couteau entre les dents, donc c'est difficile de se dire attends, je vais réfléchir, laisser passer. Est-ce qu'il est derrière moi? Est-ce qu'il n'est pas derrière moi? Non. Enfin, là, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu ce moment de réflexion de la part des deux pilotes, en tout cas de Bastianini. Et ensuite, sauf erreur, normalement, les pilotes ont briefé en début de week-end sur justement les pénalités qui ont lieu durant le week-end. C'est-à-dire que ça coûte tant, ça coûte un long lap, ça coûte. Voilà. Donc, ça, en théorie, ils sont censés être au courant. Donc, peut-être que les pilotes ont été briefés peut-être sur les dépassements un peu houleux comme celui-ci. Est-ce qu'il faut une position ou pas? Alors, ça, c'est pareil, c'est la sujet d'interprétation. Il faudrait plutôt poser la question aux pilotes, savoir si justement ils ont été. Comment dire, averti sur ça, indiqué sur le fait que la pénalité qu'il y aurait eu s'il y avait ce genre de situation, ce serait de rendre une position. Bon, après, écoute, là, c'est l'interprétation du pilote, c'est l'interprétation aussi du panel de commissaires, du collège de commissaires FIM, qui a estimé qu'il n'y avait pas de pénalité. En tout cas, j'étais dans l'avion, je pense qu'il n'y a pas eu de pénalité. Mais là, je pense que ça fait partie aussi un peu de la beauté de ce sport. À un moment donné, je veux dire, c'est vrai que là, c'est le dernier tour, il y a une victoire. Il n'est pas venu non plus du virage juste avant, il n'a pas freiné, il n'a pas fait un bloc pass, il a essayé de tenter quelque chose. Je pense que c'est sûr que ça peut porter à polémique, ça peut être interprété de façon différente. C'est pour ça qu'on en débat là ce soir avec toi, Daryl. Et je ne veux pas d'ailleurs tirer la couverture, parce qu'il n'y a que moi qui parle depuis tout à l'heure, mais c'est. Tu es là pour ça, mon cher ami. Non, mais je trouve ça intéressant de retrouver des courses comme celle-ci, tu vois, genre, je veux dire, on en a eu, comme tu l'as cité, hein, les courses qui restent aujourd'hui dans la mémoire, en tout cas, des passionnés de MotoGP, c'est justement Marquez Rossi, c'est Gilberto Rossi, c'est Biaggi Rossi, enfin, c'est des choses aujourd'hui, on s'en souvient parce que justement, il y a eu à un moment donné un petit échange musclé entre les deux qui fait que derrière une victoire ou un podium qui se jouait. Donc là, aujourd'hui, hier, c'est passé, je pense que on va s'en souvenir de ce dépassement-là, peut-être pas autant qu'un Marquez Rossi, mais je reste persuadé que ça reste pour moi la beauté de ce sport, de la course, de tenter quelque chose à un moment donné et de ne pas être limité par justement la peur d'une pénalité derrière. Tu vois. C'est ce que disait Pedro Acosta en débrief. Il nous a dit que tous les grands champions ont eu des moments comme ça dans leur carrière. Donc effectivement, c'était une manière de dire que pour lui, ça passait. Écoute, moi, la conclusion que j'ai tirée de voilà, tous les débriefs, les discussions qu'il y a eu autour de ça, c'est qu'en fait, et puis notre discussion, c'est que les deux décisions peuvent se comprendre. La décision de ne pas pénaliser se comprend totalement, l'esprit du sport. Aussi, voilà, une action, tous les pilotes sont à la limite, tout ce que tu as expliqué, hein, le Bastianini qui justifie pourquoi il est sorti de la piste, etc., qu'il était plus vite, tout ça. Et une pénalité, un drop one position, comme dit Marc Marquez, aurait aussi pu se justifier avec toutes les raisons citées par Jorge Martin qui peuvent se comprendre. Et d'ailleurs, les pilotes sont assez divisés sur le sujet. Donc, les deux décisions auraient pu se comprendre. Voilà. La décision a été prise. C'est qu'il y aura. Il me semble que dans la feuille des investigations, il n'y a même pas eu d'investigation des commissaires. Une chose importante qu'a dit Jorge Martin, il me semble d'ailleurs que c'est la deuxième fois qu'il le dit. Il l'avait dit aussi de l'année dernière, quand il avait été victime de quelque chose d'assez similaire. Et c'est aussi son team manager qui l'a dit, Gino Borsoi, si je ne me trompe pas. C'est que maintenant, c'est bien, entre guillemets, de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et ça, Martin, ce qu'il voulait dire, c'est que si lui, il doit faire pareil à Bastianini ou à Pecco ou à Marc ou à qui que ce soit, il le fera et il espère qu'il n'y aura pas de pénalité puisqu'il brandira la carte Grand Prix d'Émilie-Romagne en disant « Là, moi, je n'ai pas été bénéficiaire d'une pénalité. » Donc, bien sûr. Ouais, et puis après, encore une fois, comme tu dis, c'est aussi la limite. On aurait pu déjà aussi la sentir un petit peu à Jerez entre Bagnaia et Marquez. Hein. Je veux dire, le dernier tour aussi était quand même assez incisif. Hein. Je veux dire, ils se sont quand même touchés. Il y aurait pu y avoir potentiellement une chute, une sortie de piste. Je veux dire. Donc, et on s'en souvient encore de cette course. Tu vois, c'est ça qui rend le truc intéressant.
Et il n'y a pas eu de pénalité, encore une fois. Je crois même non plus, comme tu le disais, je crois que même qu'il n'y a même pas eu d'investigation pour ce dernier tour entre Marquez et Bagnaia. Alors après, est-ce que s'il y avait eu un enjeu différent, il y aurait eu peut-être pénalité? C'est-à-dire, est-ce que derrière, un manager aurait potentiellement fait appel justement du fait qu'il n'y ait pas eu de pénalité en disant, bah, écoutez, là, les 5 points que perd Martin aujourd'hui, ça lui donnerait le titre dimanche. Enfin, la semaine prochaine, enfin, je dis une bêtise, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être que les enjeux là sont un peu différents. Effectivement, là, il reste encore quelques grands prix. Bien évidemment, 5 points, c'est important. Mais là, il se tire plutôt bien, Martin. C'est-à-dire que là, il part d'Emilia-Romagna avec 24 points d'avance. Donc, c'est une course du dimanche quasiment d'avance face à Bagnaia, qui est le tenant du titre. Donc, il arrive à des dispositions qui sont complètement différentes de l'année passée sur la tournée Outre-mer. Et là, Bagnaia n'a plus le droit à l'erreur pour essayer de garder son titre, ça c'est sûr. Mais comme tu en parles de Pecco Bagnaia, on passe à la suite. C'est le perdant du jour et du week-end. C'est Francesco Bagnaia qui est tombé. Alors, le tour en tête, je ne l'ai plus vraiment. Je crois qu'il restait 7 tours avant l'arrivée, si ma mémoire C'est dans le est 21e tour, je crois. Je crois que c'est dans le 21e tour, je crois. Voilà, il restait 7 tours avant le drapeau à damier. Pecco Bagnaia qui, son débrief, d'abord, il a commencé par expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'arrière. Il dit qu'au début de la course, l'arrière ne fonctionnait pas. Et puis que quand il restait une quinzaine de tours, ça s'est mis à fonctionner. Et donc là, on a vu qu'il est passé de 2 secondes, il avait 2 secondes, quasiment 3 secondes de retard sur les leaders. Il a commencé à rouler dans leur chrono, voire même à faire le meilleur tour en course 2 fois de suite. Donc il est étonné que soudainement, l'arrière ait fonctionné. C'est sa version des faits. Hein. Et qu'au niveau de l'avant, pareil, il était en délicatesse. Donc sur sa chute, il freine, d'après lui, 80 à 100 mètres avant le point habituel de freinage. Et d'ailleurs, les images, on le voit, hein, il est quasiment droit quand il perd l'avant. Et je cite Pecco Bagnaia, c'est impossible de chuter dans des conditions sèches et dans de bonnes conditions de course de cette manière. Donc, il explique aussi que ça fait plusieurs fois que ça lui arrive en quelques Grands Prix. Pecco qui était très frustré, qui était en colère, qui a quand même gardé son calme dans ses déclarations. Je l'ai trouvé assez modéré. Est-ce que c'est aussi parce qu'il avait eu le temps, voilà, et de se calmer un petit peu dans son box? On a vu quand même le visage très fermé dans son box, Pecco. Thomas, il a maintenant 24 points de retard sur Martin. C'est pas la fin du monde, mais ça fait, c'est toi le chef des stats, hein, donc tu vas pouvoir nous le dire, ça fait 7 résultats blancs cette saison déjà, non? Alors ça par contre, je n'ai pas checké pour les sprints, mais ça fait 3, hein, sauf erreur, sur les courses du dimanche. Il y avait Portugal, il y a eu Aragon. Alors Portugal-Aragon, là c'était 2 contacts, un avec Marquez et l'autre avec Marquez en Aragon, mais les 2 Marquez là pour le coup. Et là le dernier, bah, donc, il est tombé tout seul. C'est vraiment ça, on va dire, de son propre fait. Mais après, oui, ça fait quand même beaucoup de résultats blancs pour Bagnaia, mais surtout, contrairement, comme je le disais tout à l'heure, contrairement à l'année passée, il n'est plus en position de chasser, quoi. Là, c'est vraiment, il est chasseur là depuis quelques grands prix. Il doit remonter la pente à chaque fois. Alors, tu disais tout à l'heure, hein, je te reprends sur ça, mais tu disais oui, ça a été un week-end. Je ne sais plus ce que tu disais précisément, un week-end. Le perdant du Ouais, le week-end. grand perdant du week-end. Alors, il faut quand même rappeler qu'il a quand même gagné le sprint, mine de rien, qu'il a fait la pole position. Donc, ça reste pas non plus un week-end si dramatique que ça. Mais effectivement, on se rend compte que chuter le dimanche quand ton principal adversaire pour le titre, lui, finit sur le podium, bah forcément, ça reprend 20 points derrière, alors qu'il était revenu à 4 points le samedi après-midi. Voilà, ça fait beaucoup et ça coûte très cher. Donc, et pour avoir discuté avec Daniele Romagnoli, le chef mécanicien de Martin, il me disait que l'année dernière, justement, il arrivait à un moment donné de la saison, à ce moment-là de la saison, peut-être un peu avant, plutôt à la mi-saison, Martin arrivait avec 62 points de retard. Donc il était dans des dispositions nettement différentes de ce qu'il est aujourd'hui. Et il arrivait à la tournée Outre-mer avec justement le fait de devoir finir devant Bagnaia. Il n'avait plus que ça comme choix pour essayer de se battre pour le titre. Là, c'est différent. Là, maintenant, il entame la tournée Outre-mer en étant devant avec 24 points d'avance. Il peut se permettre de finir deuxième, de finir troisième, d'assurer le coup jusqu'à la fin. Là, on n'est qu'à 6 Grands Prix de la fin, ça va aller très vite. Dans 2 mois, c'est fini. Donc, la Bagnaia, vraiment, c'est... ouais, voilà. Alors, au niveau des comptes, là, je viens de les faire. À l'instant, vous avez le tableau devant vos yeux. Il y a 6 résultats blancs pour Pecco Bagnaia, 3 pour Jorge Martin. Et Thomas, est-ce que tu partages cette analyse? C'est qu'à un tel niveau
de performance entre les deux hommes, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent, ça se joue à quelques dixièmes près, ça se joue à des détails. On a vu Martin en sprint, il fait un écart de 1 mètre, il perd la course sur cet écart de 1 mètre parce qu'il a un message sur son tableau de bord qui le déconcentre un petit peu. On lui indique qu'il a des track limit warning, comment on appelle ça, les limites de la piste. Voilà. Ouais. Et donc, ça se joue à des détails. Et est-ce que finalement, le champion du monde, ça ne va pas être celui, non pas forcément le plus rapide, mais celui qui commettra le moins d'erreurs? Parce que tu vois, Pecco a beaucoup plus de victoires le dimanche que Jorge Martin. On va les compter. Martin, il a gagné au Portugal, il a gagné en France, et c'est tout. Et il a gagné. Non, c'est tout. Ça fait 2 victoires le dimanche. C'est ça. Et non, mais c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Et pourtant, il est derrière. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, l'année dernière, ce qui s'était passé, c'était qu'on avait un Martin qui était très fort au sprint, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est vraiment son. Enfin, je veux dire, là, si on regarde, je crois qu'il en est à 12 podiums en sprint sur 14 courses. C'est juste impressionnant, avec je ne sais pas combien de victoires. C'est vraiment l'exercice dans lequel il excelle. Et après, on a un Bagnaia qui est moins régulier, je dirais, que ce soit en sprint et en course. Et la force qu'a Martin depuis cette saison, c'est qu'il est beaucoup plus régulier en course. Si on regarde ses chiffres du week-end, sauf erreur, je crois qu'il termine que très rarement au-delà du podium. Donc il y a eu Misano la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, pardon, où il finit 15e sur une erreur de jugement au stand. Mais sinon, si on regarde, je crois que son plus mauvais résultat à la ligne, sur la ligne d'arrivée, ça doit être 4e, je crois. C'était aux États-Unis. C'est ça. Donc, si tu veux, là, on est sur une régularité de Martin qui fait que, oui, effectivement, il faut être régulier. Et là, Martin l'a très bien compris. Martin, c'était l'une de ses faiblesses l'année dernière, mais c'est aussi parce que, comme je le disais, il était dans la position de chasseur et qu'il n'avait pas d'autre choix que de vouloir finir devant Bagnaia à tout prix pour essayer de le battre. Là, c'est un peu différent et il se montre beaucoup plus régulier. Et je pense que la maturité qu'a aujourd'hui Martin peut justement lui tourner à son avantage jusqu'à la fin de la saison, quoi. Thomas, est-ce que cet homme est dans la lutte pour le titre? Et d'ailleurs, on dit cet homme, c'est également Bastianini, puisqu'ils sont quasiment à égalité. Alors, c'est la grande question. Elle tourne en Espagne. Tu ne peux pas imaginer, depuis le début de la saison, en tant que Marquez, candidat au titre ou pas. Alors, au début, c'était oui. Après, c'était non. Il a commencé à gagner, c'était à nouveau oui. Là, hier, il prend un podium, donc le 3e de suite. On va remettre le classement dans quelques instants. Il est à 60 points de Jorge Martin. Il est aussi, et ça on en parle peut-être un petit peu moins parce qu'on est focus sur la tête, mais il est à 36 points de Pecco Bagnaia, c'est-à-dire un week-end de course, moins d'un week-end de course, qu'il y a 37 points à prendre. Et Bastianini n'est pas loin non plus, 59 points. Thomas, est-ce que Marc Marquez est toujours candidat au titre? Bah oui, je veux dire, là, mathématiquement, on ne peut pas dire le contraire. Et en plus de ça, il est sur une série de podiums, donc 2 victoires, un podium. Et même en partant loin, parce que mine de rien, là, ces deux rendez-vous, enfin les 2 rendez-vous à Misano, ils ne se qualifient pas comme il faut. Alors attends, là, je confonds maintenant de Misano, mais sauf qu'il tombe dans les 2 fois en Q2, donc du coup, c'est compliqué. C'est ça, hein, il tombe en Q2, on dit samedi. Il tombe encore en Q2, donc il se qualifie encore loin sur la grille. Enfin, quand je dis loin, ça reste quand même dans le top 12, mais c'est pas suffisant pour essayer d'aller se battre à la régulière pour la victoire. On le voit, il doit toujours essayer de cravacher pour remonter, et donc ça fait podium, mais on le sait aujourd'hui, si tu ne pars pas de les 2 premières lignes, c'est compliqué. Donc voilà, mais ça fait quand même podium. Donc oui, moi clairement, je le vois encore comme un candidat au titre, parce qu'il y a encore des grands prix sur lesquels il peut très bien tirer son épingle du jeu. Je pense notamment à Valence ou à l'Australie, qui sont 2 circuits qui tournent à gauche, donc il ne faut pas les mettre de côté. Et puis surtout des grands prix comme la Thaïlande, où justement il a aussi été parmi les plus forts ces dernières années, sur une moto qui était plus compliquée que la Ducati. Donc voilà, si sur 3 grands prix déjà, on peut retrouver un Marquez, il y a de fortes chances qu'à la fin, ils se battent pour la 3e, enfin pour le titre, probablement, mais en tout cas pour les 2 autres marches sur le podium, clairement, ça c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Et un élément important pour cette fin de saison, c'est que là, dans l'ordre, c'est Indonésie, Japon, aide-moi. Indonésie, Japon. D'après, on va. Indonésie, Japon, c'est Australie, Malaisie, Australie, Thaïlande, Malaisie. Thaïlande, Malaisie. On a 5 courses outre-mer. Les conditions météo, elles sont souvent instables dans ces zones du monde et à cette période de l'année. Philippe Island, il risque de faire froid comme souvent à ce moment de l'année. D'ailleurs, c'est une des demandes des pilotes pour changer la date
comme le Superbike au mois de février, au mois de mars. Le Motegi, on a vu l'année dernière, la course a été arrêtée sous des torrents d'eau. Et puis voilà, on verra ce week-end en Indonésie, on verra aussi à Sepang. À Sepang, il peut aussi pleuvoir d'un coup, tu sais mieux que moi, énormément, et puis ça sèche très très vite. Voilà, c'est des grands prix où il peut se passer énormément de choses. Une erreur est vite arrivée et on sait que Marc Marquez, dans les conditions délicates, il l'a montré en Aragon avec cet asphalte particulier, il l'a montré à Misano où en un tour où il s'est mis à pleuvoir, il est passé de 4e à 1er et il a gagné son Grand Prix sur un tour. Ce sont des conditions qui peuvent lui réussir. Ah oui, c'est sûr, là, tu as tout résumé. À partir du moment où il faut sur des œufs, Marquez est l'un des meilleurs, ça c'est sûr. Quand le grip est différent, quand il commence à pleuvoir, c'est. Alors, bien évidemment, on connaît Marquez, hein, ça peut être tout ou rien. Hein. C'est sûr que moi, je me repense à plusieurs épreuves, notamment en Autriche, quand il revenait de blessure au bras, il avait aussi mené la course, il était tombé. Au Mans, il était tombé 2 fois alors qu'il menait la course aussi, sauf erreur. Donc, c'est bon, voilà, c'est tout ou rien. Mais effectivement, c'est plus souvent tout que rien. Donc, ouais, Marquez, sur les circuits comme cela, c'est sûr, peut faire la différence. Et puis, n'oublions pas qu'en Australie, dans des conditions normales, on va dire, même si la pluie a plu, c'est vrai que le week-end était compliqué, que la course du dimanche a lieu le samedi, mais on a quand même eu une victoire d'un pilote indépendant. Donc, pourquoi pas un pilote indépendant vainqueur en Australie cette année. Donc, voilà, c'était Johan Zarco, pour ceux qui s'en souviennent. mais voilà, quoi. Comment l'oublier? Mais là, c'est sûr. Justement, tiens, Johan Zarco, il a participé aux 100 victoires de Ducati qui ont été fêtées ce week-end. Donc, c'était la 100e victoire de Ducati en MotoGP pour Enea Bastianini. Il y en a eu une de Johan Zarco et Ducati qui a également plié un championnat. Déjà, c'est celui des constructeurs. Ils ont le titre, 6 grands prix avant la fin. Alors, je ne sais pas si c'est du jamais vu ou pas. Il y a eu des années où Honda et Yamaha dominaient aussi énormément la concurrence. Mais en tout cas, voilà, il reste 6 grands prix. Ducati, il reste 222 points à marquer. Ils ont plus que ça d'avance. Le chiffre exact, donc, c'est 250. 259, je crois. Voilà, dans ces eaux-là. Thomas, une saison déjà record pour Ducati, qui risque de verrouiller maintenant les 4 premières places du championnat du monde. Bah ouais, écoute, hein, voilà, là, encore une fois, tu as tout résumé. C'est vrai qu'on est sur un constructeur qui domine de la tête et des épaules, comme on dit, ce championnat, malgré le fait que le système des concessions a été changé cette année, justement pour essayer de favoriser, alors limiter, on va dire, Ducati, mais aussi favoriser les autres constructeurs un peu plus en difficulté. Je pense notamment à Yamaha et Honda. Mais même en n'ayant aucune wildcard cette saison, en ayant des limitations sur les essais et tout ça, Ducati est encore devant. Donc, effectivement, là, on le voit bien au centre de l'image. On a Gigi Dall'Igna qui est derrière tout ça. Évidemment, il y a tous ces ingénieurs. Hein, il n'est pas tout seul, bien évidemment. Mais voilà, que dire. Tous les week-ends, on a, c'est arrivé que très rarement, probablement 2 fois cette saison, qu'il n'y ait pas que des Ducati sur le podium, quoi. Donc, rappelle-nous justement, toi qui es le roi des stats, combien de podiums 100% Ducati cette année? Alors, cette année, je ne pourrais pas te dire précisément, mais je sais que dans l'histoire du MotoGP, c'est 19. Et donc, c'est le record. Ducati détient le record du plus grand nombre de podiums exclusivement de la marque, devant, je vais y arriver, devant Honda et largement devant Yamaha. Il n'y a que ces 2 autres constructeurs-là qui ont fait des podiums exclusifs, quoi. Donc, voilà. Là, c'est sûr. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que Ducati a fait ce record-là. Donc, dans l'ère MotoGP, je parle donc depuis 2002, a fait ce record-là sur les 3-4 dernières années. Alors que Honda et Yamaha, c'est depuis le début de l'ère MotoGP, depuis 2002. Là, Ducati a établi ce record-là de podium comme ceci depuis 2021, je dirais. Donc, c'est impressionnant de se dire que depuis la GP 21, Ducati est dans un autre niveau, quoi. Alors, on a vu pour les fans de Formule 1, vous avez sûrement suivi ces dernières saisons la domination de Red Bull Racing et ça a basculé il y a quelques semaines. On pensait que c'était d'ailleurs le championnat était plié, que Verstappen allait être titré, etc., très facilement. Et puis là, aujourd'hui, il y a un match pour le titre face au McLaren, notamment celle de Lando Norris. Thomas, est-ce que ce genre de scénario où là, on a Ducati qui écrase la concurrence, très, très clairement, hein, c'est le mot employé,
Et on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Mais si, il y aura un jour une fin, de la même manière qu'il y a eu une fin à la domination de Honda, une fin à la domination de Yamaha. Est-ce que tu penses que ça peut s'arrêter avant l'introduction du nouveau règlement en 2027, sachant, tu vas pouvoir en parler, qu'il risque d'y avoir un gel du développement dans les mois à venir? C'est compliqué de te répondre à cette question et te dire oui, non, oui, ils vont perdre ou non, ils vont continuer à dominer. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui reste en suspens là. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. On avait posé la question, tu te souviens d'Aril au Grand Prix de France, quand ça a été annoncé, le règlement 2027. On avait posé la question de savoir si justement le développement des motos actuelles allait être gelé, justement pour permettre aux constructeurs qui ont peut-être un petit peu moins de moyens, notamment Aprilia, de avoir que comme focus le développement d'une nouvelle moto pour 2027. Donc la 850 cm3 avec une philosophie peut-être probablement différente de développement, d'aéro, enfin voilà. Donc ça, c'était vraiment en suspens, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Mais si tel est le cas, effectivement, il faudrait que les constructeurs qui ont des concessions aujourd'hui, donc notamment Yamaha et Honda, puissent continuer à développer leur moto, alors que Ducati, qui domine depuis quelques années le game, comme on dit, soit elle gelée et n'ait plus la possibilité de développer. À la limite, ça pourrait être une solution pour justement permettre à des constructeurs de rattraper leur retard, mais sur la moto actuelle. Parce qu'on peut le fait qu'ils ne développent plus Ducati, c'est un cercle vicieux. Le fait que Ducati ne développe plus, ça veut dire que ils vont se focaliser sur une 850 cm3 à fond pour 2027 avec une moto qui va être rodée et à la perfection. Donc c'est aussi à double tranchant de se dire on limite le développement de la Ducati maintenant. Ah ouais, mais l'année ils vont se focaliser sur la 850 pour 2027. Donc voilà, c'est vraiment une question difficile à répondre pour l'instant. Et c'est ce qui est en train de se faire Ducati, c'est-à-dire que... Oui. Et je te coupe, je pense que ce serait se tromper de se dire que la 850 n'existe pas déjà. Je pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus depuis un moment. Justement, l'année prochaine, Ducati aura 3 motos d'usine au lieu de 4 depuis quelques saisons. Et alors, on a beaucoup entendu Ducati, la stratégie n'est pas la bonne parce qu'ils perdent team satellite, ils perdent des pilotes, ils perdent, etc. Alors, il faut savoir que d'après ce qu'on comprend, en fait, Ducati passe de 4 à 3 motos d'usine parce que les moyens financiers, ils sont en train de les mettre sur la GP27. Donc, ils pensent déjà à l'après. Et ce qui, en fait, est logique. Si le développement est gelé, ils savent qu'ils auront la meilleure moto quasiment jusqu'à fin 2026. C'est d'ailleurs pour ça que Marc Marquez s'est précipité vers Ducati pour jusqu'à fin 2026. Il sait que c'est la moto à avoir. Parce que, a priori, sauf, comme tu disais, les constructeurs qui sont dans les rangs CD devraient pouvoir continuer à développer. Mais le gel sera arrêté pour les motos de devant. Donc, Ducati a une moto qui est au point. Il va falloir du temps pour les rattraper. Donc, pourquoi mettre 4 motos d'usine et dépenser de l'argent alors qu'ils sont en train déjà de préparer la suite 2027? En tout cas, on sait le plan, a priori, de l'homme qu'on voit au centre de l'image, d'Aligna. Il pense déjà à la suite. Et en plus, il s'est assuré les services de deux des meilleurs pilotes du plateau, qui sont Pecco Bagnaia et Marc Marquez, jusqu'à fin 2026. Donc, il est assuré d'avoir des hommes capables de gagner des grands prix. On aura également Morbidelli, Di Giannantonio. Puis on verra pour Grésy, Alex Marquez et Fermin Aldeguer. Mais voilà. Oui, et puis après, comme tu le dis, alors effectivement, il y aura peut-être que 3 motos d'usine, mais je veux dire, les autres disposeront de la moto actuelle qui, je pense qu'on va pas trop se mouiller en disant que de toute façon, la moto actuelle sera championne du monde. Donc, quand je dis la moto actuelle, la GP24, elle truste les 3 premières places du championnat. Il n'y a que Marquez qui est sur une GP23 en 4e position. Bon, on peut imaginer que la GP24 sera au point l'année prochaine, quoi. Donc, au moins pour une saison, elle sera capable encore de gagner. Donc, ça nous mènera déjà jusqu'en 2026. Donc, il n'y a pas de raison que la GP24 actuelle ne puisse pas gagner la saison prochaine. Donc, effectivement, comme tu le dis, il faut que j'arrête de dire effectivement, mais comme tu le dis, ils sont au point. Ils sont au point et surtout, ils sont sur une lancée qui fait qu'ils peuvent se permettre maintenant de commencer à penser plus à l'avenir et de se dire, pour l'instant, on a une moto au point et on sait qu'elle sera capable de gagner sur les prochaines saisons et que la GP27 qu'on est en train de mettre au point sera, elle, parfaite à son arrivée. On passe au français. On passe à Quartararo, qui a terminé 7e, qui aurait dû finir 5e. Alors, Quartararo, une panne d'essence dans l'avant-dernier virage, à la manière de Johan Zarco il y a quelques années.
2017 ou 2018. C'était quand il était chez Yamaha Tech 3. Ouais. Fabio a pu franchir l'arrivée et perdre une dizaine de secondes. Johan avait dû courir avec la moto. Je crois qu'il avait même sauvé des points, Ouais, Johan, un à ce point. moment-là. Je crois qu'il a fait un point. Je crois qu'il a fait un point. Ouais. Un point, ouais. Donc voilà, bon, 7e au lieu de 5e. Fabio dit que ça ne changera pas sa vie, qu'il aurait bien aimé finir 5e plutôt que 7e, évidemment, notamment entériné dans le classement qu'il était au milieu des Ducati, puisqu'à ce moment-là, il était voilà, devant, il me semble, Marco Bezzecchi. Mais bon, c'est un Grand Prix intéressant pour Yamaha. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Thomas, il y a notamment cette histoire de moteur un peu moins puissant, mais plus agile. Oui, en fait, ce que veut rechercher, en fait, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la Yamaha dont tout le monde rêvait avant, enfin, tu t'en souviens, je veux dire, avant, tout le monde voulait une Yamaha. Quand on a débarqué en MotoGP, on voulait une Yamaha parce que c'était l'une des motos les plus simples, on va dire les plus faciles à appréhender. Et donc, pour se mettre dans le bain du MotoGP, là, aujourd'hui, bah, c'est, on va dire, l'une des plus compliquées, je dirais. Alors, je ne suis pas pilote, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est les retours des pilotes. C'est compliqué aujourd'hui de trouver et de lutter contre des Ducati, des Aprilia et des KTM, avec une philosophie moteur différente et un châssis différent. Donc, effectivement, ce qu'a voulu Fabio, c'était de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire avoir un moteur peut-être moins puissant, moins rapide, mais en tout cas retrouver l'agilité de la Yamaha qu'ils avaient avant, qui lui permettait d'être rapide, parce qu'il faut quand même rappeler que Fabio, avant, c'était l'un des meilleurs à l'exercice des qualifications, c'est quasiment tout le temps en première ligne. Là, aujourd'hui, les premières lignes, on les compte plus, en fait, il y en a plus. Les premières lignes, je pense que la dernière première ligne, ça doit être il y a 2 ans maintenant, sauf erreur peut-être. Donc, je crois que c'était à Assen d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, La ils ont Bible. besoin d'une moto qui se qualifie bien, qui se qualifie bien, et ils ont besoin d'une moto qui soit rapide en course. Donc là, aujourd'hui, on voit que les efforts qui ont été faits par Yamaha de revenir un petit peu en arrière, entre guillemets, en termes de moteur et pas chercher forcément la puissance, portent ses fruits. En tout cas, en course, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, on était sur le même circuit sur lequel on a fait des tests pendant les 2 dernières semaines. Peut-être que tout ça, c'est un peu biaisé. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne sur les prochains Grands Prix. Je pense notamment sur des circuits un peu plus, on va dire, Ducati, donc c'est-à-dire Sepang, Motegi, où là, peut-être qu'on verra qu'il y a encore un gros déficit de la part des Yamaha, quoi. En tout cas, ça fait du bien de voir Fabio sourire, de Fabio se battre à des positions intéressantes pour lui. Parce qu'évidemment, un pilote est toujours ultra motivé, mais comme le dit Johan Zarco, quand tu te bats pour finir dans le top 5, c'est autre chose que quand tu te bats pour finir dans le top 15 au niveau personnel. Et là, pour Fabio, ça fait du bien, d'autant plus que chez Yamaha, c'était compliqué ce week-end, parce que Alex Rins n'a pas pu disputer le Grand Prix. Il était fiévreux, Alex Rins. Donc voilà, après Fabio dit qu'il y a toujours un problème avec le grip sur l'angle. C'est l'un des points faibles qu'il essaye de travailler. Il aimerait aussi retrouver, garder l'agilité et retrouver la puissance du début de saison. Ce qu'il disait en début de saison, on arrivait à se battre avec les KTM en ligne droite. Là, c'est plus le cas. Mais bon, les choses qui vont dans le bon sens, c'est plutôt mal. La grande nouvelle du week-end, c'est la confirmation. On en avait parlé il y a quelques semaines, parce qu'on avait eu les informations comme quoi elle tournait déjà sur un banc d'essai. Une Yamaha équipée d'un moteur V4. Le moteur V4 qui est donc en préparation. Le dernier constructeur à rouler avec 4 cylindres en ligne, c'est Yamaha. Ce sera plus le cas d'Aprilia Jarvis dès que ce sera prêt et qu'ils auront la certitude que ça ira plus vite que le 4 cylindres en ligne. Donc Thomas, moteur V4 pour Yamaha, peut-être avant 2027. Ouais, écoute, est-ce que ce sera comme dit Fabio? Alors après, Fabio, il modère un peu cet enthousiasme en disant bon bah voilà, c'est sûr que c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça avance dans le bon sens, mais je m'attends pas non plus à des miracles, hein. Il y a d'autres travail à faire autour de cette moto. C'est pas que le moteur qui va faire la différence. Alors effectivement, est-ce que le V4 sur une Yamaha va apporter quelque chose? Très probablement. En tout cas, au moins, ils pourront se vanter de se battre à armes égales en termes de moteur avec les autres constructeurs. Par contre, effectivement, ça veut dire repartir un petit peu de zéro sur tout ça. C'est-à-dire retrouver un châssis qui fonctionne bien avec ce type de moteur, gérer le grip, l'électronique, tout ça. Donc il va y avoir beaucoup de travail qui va devoir être abattu par Yamaha pour pouvoir justement essayer de combler ce retard. Donc, alors après, voilà, on peut toujours s'estimer heureux effectivement du fait que le Yamaha
progresse dans le bon sens, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même du travail qui est fait. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a un V4 qu'on va forcément plus vite. On prend l'exemple de Honda. L'exemple le plus flagrant, c'est Honda. Ils ont un moteur V4, ils ont été champions du monde pendant des années avec Marc Marquez, et aujourd'hui, ils sont quasiment tout le temps dans les dernières places du classement. Donc, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en considération sur le développement d'une MotoGP aujourd'hui. Et KTM, Ducati et Aprilia ont un step au-dessus, surtout Ducati. Qu'il faut encore rattraper, quoi. On va terminer par Johann Zarco, le bilan de Johann Zarco. Johann Zarco a terminé 15e de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Mais alors, le résultat final n'est pas forcément satisfaisant, mais il y a, je cite Johann, un cap de passé sur la moto. Il a pu se battre avec d'autres machines, notamment la KTM de Jack Miller. Et c'est quelque chose qui lui fait plaisir à Johann parce que pendant longtemps, et c'était de la bagarre que entre pilotes Honda. Et là, ils arrivent petit à petit à rattraper des machines d'autres constructeurs. Bon, ce n'est pas les motos de tête, mais il y a du mieux. Après, voilà, il rajoute, Johann, on en veut toujours plus. Donc forcément, on n'est pas, comme il aime bien dire, j'ai les boules. Les boules de ne pas pouvoir se battre pour les places du top 10, voire du top 5. Après, on est aussi dans la chronologie qu'avait annoncé Alberto Puch. Il disait, on verra des progrès à partir de la deuxième partie de saison 2024. C'est ce qu'on commence à voir, puisque là, on a Joan Mir qui termine 11e, et à la régulière. Hein, il n'y a pas eu beaucoup de chutes devant lui. Il y a eu Binder, Acosta et Pecco. Mais bon, voilà, ça fait des places aux portes du top 10. Johan estime qu'il aurait pu se battre pour la 11e place s'il n'avait pas tiré tout droit quand il a failli percuter Joan Mir à un moment, au moment où Mir lui est passé devant. Donc, du mieux. Encore du travail à faire. Mais là aussi, c'est un Grand Prix que Johan a quitté avec des points positifs à son bilan. Et ce n'était pas forcément le cas à chaque week-end. Donc, on peut être content. En tout cas, les fans de Johan, on peut avoir des motifs de satisfaction, même si, évidemment, 15e place, ce n'est pas encore ce qui est recherché. Ah, je pense que là, tu as coupé ton micro, mon cher Thomas. Je ne t'entends pas. Tu m'entends? Là, on t'entend. Exceptionnel. Il est de retour. Non, mais je disais qu'encore une fois, tu as tout résumé. C'est vrai qu'il y a des progrès. De toute façon, la Honda, ils ont fait des tests. Il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Mais comme tu le précisais tout à l'heure, on a eu un Luca Marini qui a été malade le Grand Prix précédent. On a eu Joan Mir qui a carrément manqué tout le Grand Prix précédent parce qu'il était malade également. C'est ça, hein, je ne fais pas d'inversion entre les deux. Hein. D'accord, c'était Luca Marini qui a manqué le dimanche et lui. Voilà. Donc forcément, ça limite aussi un petit peu le développement de la moto. Donc ça fait moins de données, moins d'échanges, moins de synchronisation sur les pièces à essayer. Donc ça reste en tout cas intéressant, la progression de Honda depuis le début de la saison. Après, on va voir sur des circuits, comme je le disais tout à l'heure pour Yamaha, où tout le monde a fait des tests là récemment, où tout le monde est un peu affûté à fond, sur des circuits un peu différents, sur lesquels on n'est pas habitué à rouler aussi très souvent, parce que là, pour le coup, on va retrouver l'Indonésie où on a roulé que 2 fois finalement. Ça va être intéressant de voir aussi des constructeurs qui s'adaptent plus ou moins à des motos, à des tracés différents, des grips différents. Donc là, typiquement, ce week-end, je pense que ça va être très intéressant en Indonésie de suivre un peu l'adaptation de différents constructeurs à la suite des tests qui ont été faits, notamment à Misano et tout ça. Oui, parce que Mandalika, c'est un circuit où, au début du week-end, en tout cas, il y aura peu de grippe. Ce n'est pas un circuit où on roule comme ça peut rouler à Misano tous les week-ends, voire Exactement. quasiment tous les jours. Exactement. Et puis surtout, il y avait eu des problèmes, tu te souviens, sur les premiers tests qui avaient été faits, il y avait eu des problèmes de revêtement où ils ont dû refaire le revêtement d'une année à une autre, je crois, ou d'un test au Grand Prix, je ne sais plus. Parce que le revêtement s'enfonçait ou en tout cas s'abîmait au fur et à mesure du passage des MotoGP. Donc voilà, écoute, ça va être intéressant. Franchement, ce Grand Prix-là, je l'attends avec impatience parce que ça peut. Alors, on va pas dire, je pense pas que ça rebatte les cartes sur le classement du championnat à proprement parler, mais en tout cas, ça peut être intéressant de voir ceux qui se dépatouillent le mieux sur des tracés sur lesquels on n'est pas habitué à rouler, quoi. Eh bien, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de voyage jusqu'à Mandalika. Tu as pu un petit peu regarder ce que ça a à faire niveau météo? Pas du tout, pas du tout.
Je vais d'abord aller me coucher et après je verrai Ouais. demain. Tu le feras demain parce que là, il doit être pas loin de minuit chez toi, non? Exactement, tout à fait. Ok. Merci Thomas, merci tout le Merci monde. à Et toi. puis, à très vite pour le Grand Prix d'Indonésie. Salut.